Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce séminaire de vulgarisation à l'Institut de physique théorique. Je m'appelle Thierry Jolicoeur et je suis théoricien de la matière condensée. Je travaille depuis un bon moment dans un domaine qui s'appelle la physique de l'effet Hall quantique fractionnaire et je vais essayer de vous donner un petit peu un panorama de comment cette thématique-là s'intègre de manière plus générale dans la physique. Donc il y aura un minimum d'équations. Je pense qu'il y en a une, si je me rappelle bien des transparents. Et donc je voudrais vous raconter un petit peu euh, l'échange qui a lieu entre la physique fondamentale, où on essaie de comprendre les lois profondes de la nature, et puis la technologie au sens de la science des matériaux qui permet de fabriquer des composants électroniques. Donc c'est quelque chose de tout à fait terre à terre. Ça concerne évidemment les PC qui nous permettent de faire ce séminaire. Ça concerne, et ça je vais en reparler un petit peu en détail, les téléphones portables que vous avez dans vos poches. Et je voudrais vous montrer que dans ces fameux téléphones, il y a une technologie très intéressante qui nous permet de comprendre une part nouvelle de la physique fondamentale, qui est quelque chose de différent de la physique des particules où on cherche à comprendre les constituants élémentaires de la matière. Et vous verrez que ça donne un éclairage assez différent. Voilà. Alors, le transistor lui-même, vous avez probablement entendu parler du fait que les transistors modernes sont fabriqués à partir d'un élément chimique très abondant qui s'appelle le silicium. Alors ce silicium, donc c'est l'élément miracle de la microélectronique moderne. On sait faire grâce à lui des transistors par milliards dans un seul composant électronique, et c'est ça, le silicium brut. Voilà une photo d'un morceau de silicium. Ça ressemble beaucoup à un métal, bien que ça ne soit pas un métal, c'est un semi-conducteur et qui est abondant puisque la silice, par exemple, c'est de l'oxyde de silicium et c'est un matériau extrêmement répandu. Donc c'est certainement le matériau dont on connaît très bien la technologie qui domine la physique des semi-conducteurs les plus courants. Néanmoins, il ne s'agit pas du seul élément d'intérêt pour la physique des semi-conducteurs, et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un couple diabolique, à savoir celui qui est fait par le gallium et l'arsenic, deux éléments chimiques dont je vais vous dire quelques mots, et puis ensuite on parlera des composants électroniques faits avec ces éléments eux-mêmes. Alors tout d'abord, voici l'arsenic lui-même, un élément qui ne paye pas de mine. Vous savez qu'à haute dose c'est un poison, à dose microscopique il n'y a pas de souci à manipuler l'arsenic, et c'est un élément chimique qui est lui aussi un semi-conducteur et qui a un aspect un petit peu métallique. Vous voyez ici plusieurs morceaux d'arsenic, un élément aussi courant. Son associé, c'est le gallium, alors qui est déjà un petit peu plus amusant, car le gallium a aussi un aspect métallique, mais c'est un métal qui fond à température ambiante. Donc en fait, si vous avez un morceau de gallium dans votre main, celui-ci se liquéfie à la température ambiante. Le gallium et l'arsenic, vous pouvez les mélanger en toute proportion et vous pouvez en faire des alliages, et on peut faire des composants électroniques grâce à ce mélange de gallium et d'aluminium. Alors, le fait d'utiliser le gallium et l'arsenic ensemble pour faire des composants électroniques, c'est quelque chose qui a été découvert à la fin des années 70, en partie dans un endroit très proche d'ici, à l'ancien laboratoire de la Thomson, qui est sur la route qui va vers l'école polytechnique et Palaiseau. Il y a d'anciens bâtiments qui sont maintenant désaffectés. À l'époque, c'était le laboratoire central de recherche de la Thomson CSF. Et les gens de la Thomson ont fabriqué le premier prototype de composants électroniques mettant en jeu de l'arsenic et du gallium, grâce auquel on est capable de fabriquer maintenant ce qui s'appelle un gaz bidimensionnel d'électrons, à savoir un lieu entre deux semi-conducteurs différents dans lequel les électrons peuvent bouger librement, quasiment sans défaut, et qui a des propriétés de conduction électronique extraordinaires. Alors ces premiers transistors
faits avec de l'arsenic et du gallium, donc ont été l'objet de brevets. Ça, c'est le brevet de la Thomson, déposé quelques années après leur découverte, l'un des brevets en tout cas. Et à peu près à la même époque, Monsieur Takashi Mimura développait également les transistors à l'arsénure de gallium. Et il a également déposé des brevets pour le compte de la compagnie Fujitsu. Et le petit dessin que vous voyez en haut, ici, ce dessin fait à la main, ça semble assez difficile à croire, mais en fait c'est le dessin qui figure dans le dépôt de brevet original de l'époque, 1979. Et vous pouvez reconnaître en caractères occidentaux ici le fait qu'on a affaire à GAAS, arsénure de gallium, et un deuxième matériau ici, AlGaAs, arsénure de gallium, plus un peu d'aluminium. Si vous arrivez à faire des empilements de couches de ces semi-conducteurs, eh bien, alors je vais vous montrer un exemple. Alors là, je vais vous montrer tout de suite ça, voilà. Là, on passe à l'époque moderne, 2021. Il est possible de fabriquer de manière contrôlée des empilements de couches de semi-conducteurs différents, où vous alternez la composition chimique de ces couches, et vous obtenez des interfaces entre ces matériaux, qui sont des interfaces planes, qui sont définies à l'échelle atomique. Je veux dire par là que les défauts dans ces plans, il y en a très peu, et à l'échelle atomique, ce sont des interfaces qui sont essentiellement parfaitement plates. Si vous vous arrangez bien, et ça c'est une technologie qui a été développée également au début des années 80, vous pouvez vous arranger pour que les électrons du matériau préfèrent circuler uniquement dans une de ces interfaces et pas dans l'ensemble du matériau. Alors ça, c'est une révolution dans la fabrication des transistors parce que les anciens transistors, les transistors basés sur des jonctions dites P ou N, ils utilisent un phénomène que contrairement aux cyclistes, les physiciens encouragent, c'est le dopage. Quand vous dopez le silicium, eh bien, vous pouvez rajouter des porteurs de charge qui sont soit des électrons, soit des manques d'électrons. Et le problème, c'est que dans les transistors de technologie ordinaire, eh bien, les électrons se déplacent à l'endroit où il y a les dopants. Et du coup, la propriété de mobilité des transistors, elle est freinée par le fait que les dopants sont précisément là où se déplacent les porteurs de charge. Une grande idée a été mise en avant à la fin des années 70 et début 80, c'est que si vous fabriquez des couches de manière contrôlée, en déposant plan atomique par plan atomique votre structure, eh bien vous pouvez vous arranger pour que les dopants ne soient pas à l'endroit où préfèrent être les électrons. Autrement dit, vous rajoutez des dopants, là dans l'image qui est là, ce sont les couches vertes, ici, vertes en haut, vertes en bas. Et les électrons en excès de cette région de dopant préfèrent aller dans un autre endroit, qui est ici ce qu'on appelle le puits quantique, ici GAS Quantum Well. Et du coup, les électrons que vous avez rajoutés grâce au dopant préfèrent s'installer dans une région où ils sont libres de se déplacer quasiment sans heurter aucun défaut. Et du coup, les propriétés électroniques de ces composants sont bien meilleures que celles des transistors ordinaires. Alors la manière dont vous faites ça, donc c'est une merveille technologique, à savoir que ce genre de structure que vous voyez, celle-ci est déjà relativement compliquée, ça c'est une structure de recherche qui n'est pas une structure de production industrielle, elle nécessite de fabriquer ces couches qui ont de 5 à 10 mailles atomiques de hauteur. Il faut déposer ces couches une par une, et ça se fait grâce à une technologie qui est également en elle-même très intéressante. Ça se fait par épitaxie par jet moléculaire. Enfin, disons, c'est une des techniques qui permet de fabriquer ce type de composants. Alors, dans l'épitaxie par jet moléculaire, vous fabriquez une enceinte dans laquelle le vide est le plus parfait que vous puissiez faire. Alors, je vais vous éclairer ceci. Donc là, c'est l'enceinte extérieure ici qui est sous vide. Donc, dans le vrai monde, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez que vous avez des enceintes en inox et vous pompez l'oxygène. Vous pompez, disons, toutes les gaz qui sont, les pompes sont ici cachées sous la table. Donc, vous avez une enceinte dans laquelle vous faites le vide.
Et ensuite, par le phénomène de diffusion, eh bien, vous faites évaporer les différents matériaux dont vous avez besoin, l'arsenic, le gallium, l'aluminium, d'autres éventuellement, et ces matériaux se déposent sur une cellule qui est ici, et vous contrôlez l'accumulation des atomes, couche atomique par couche atomique, sur votre structure. Donc ça, c'est une manière de fabriquer des composants électroniques qui est complètement différente de la manière dont on fabrique, par exemple, les microprocesseurs qui ont des milliards de transistors sur un seul composant. Et donc, ça ne conduit pas à une production de masse, mais ça conduit à des composants qui occupent un marché de niche. Et ce marché de niche, il est extrêmement bien portant du point de vue financier. Alors, le premier type de composant avec l'arsenure de gallium qui a été créé, enfin un des premiers types de composants, c'était simplement le fait que les gens ont eu l'idée qu'après tout, on pouvait peut-être faire mieux que les transistors ordinaires en utilisant l'arsenure de gallium. Alors là, ce sympathique monsieur que vous voyez devant un objet qui n'est pas vraiment une table, c'est monsieur Seymour Cray, le fondateur de la compagnie de supercalculateurs Cray, devant le modèle numéro 3 de sa lignée de machines. Et ce calculateur est basé sur des transistors à l'arsenure de gallium. Les performances que je vous ai mises ici diront quelque chose aux aficionados des PC. Elles sont très modestes et en fait, même pour l'époque, elles n'étaient pas extraordinaires. Et en fait, cette machine n'a jamais été commercialisée et cette filière a été abandonnée. Donc le marché de niche de l'arsenure de gallium n'est pas celui de la technologie silicium qui envahit nos PC, mais c'est un marché d'un autre type de composants et c'est essentiellement dans le domaine de l'amplification des radiofréquences que ce genre de transistors est roi. Donc on les appelle les transistors à haute mobilité électronique, donc High Electronic Mobility Transistors. Et l'une de leurs hauts faits d'armes a été le fait d'arriver à capter les transmissions des sondes interplanétaires de la série Voyager qui ont exploré le système solaire à la fin des années 80. Donc en 1977, les sondes Voyager 1 et 2 ont été lancées vers les planètes extérieures gazeuses, à savoir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui ont toutes été explorées entre 85 et 90. Et à partir de 1987, les récepteurs qui sont derrière les antennes qui sont au Nouveau-Mexique, qui sont montrés ici, les récepteurs qui sont utilisés utilisent comme le premier transistor d'amplification qui est directement branché sur l'antenne, utilise ces technologies à l'arsenure de gallium. Il faut bien voir que les signaux émis par ces sondes, ils sont extraordinairement faibles parce que les sondes sont très loin, et aussi parce que l'antenne émettrice qui est sur votre sonde ne peut pas être de dimension colossale. Donc elle est typiquement de dimension métrique. C'est le dessin que vous voyez ici, là. Cette vue d'artiste représente une des sondes avec une antenne métrique. Et de même sur Terre, vous pouvez agrandir la taille des antennes, mais jusqu'à une certaine limite. Et donc, si vous voulez capter le mieux possible les signaux de très très faible amplitude, alors il vous faut des amplificateurs très performants. Alors, ce marché des transistors à haute mobilité électronique n'a fait que croître et embellir. Je vous présente un exemple beaucoup plus récent d'utilisation de ce type de transistor. C'est le radar frontal qui équipe l'avion Rafale. Alors, dans l'image que vous voyez à gauche, c'est un Rafale un peu méconnaissable, tout simplement parce qu'on lui a enlevé son nez. Et si vous enlevez le nez du Rafale, vous découvrez une galette de composants électroniques, ici vue par la tranche. Il y a un petit peu moins d'1 millier de cellules, et chacune de ces cellules est un composant basé à l'arsenure de gallium. Et en réalité, l'intérêt de fabriquer ce genre de structure, c'est que vous avez probablement vu au voisinage des aéroports des grands radars qui sont des paraboles métalliques qui tournent sur elles-mêmes. Et le souci de ce genre de technologie, c'est que, un, c'est encombrant, et deux, eh bien, ces radars, ils ne se déplacent pas très vite. Par contre, dans le genre de radar qui est embarqué dans ce type d'avion, ça s'appelle un radar à synthèse d'ouverture, vous reproduisez l'équivalent d'une antenne mécanique tout simplement
en décalant le moment où vous envoyez les signaux radar. Autrement dit, plutôt que de changer l'orientation de la parabole de votre radar, eh bien, l'émetteur de signal qui est en haut et l'émetteur de signal qui est en bas ne vont pas émettre leur signal en même temps. Et si vous prenez en compte le temps de trajet des ondes radio, ça équivaut à basculer votre radar. Et ça, de manière purement électronique, vous pouvez le faire des milliers de fois par seconde, voire même vous pouvez diviser votre faisceau radar en plusieurs. Vous pouvez très bien avoir une partie de cette galette qui émet un signal radar vers le haut et une autre partie vers le bas. Et donc ça, évidemment, c'est très intéressant pour suivre plein d'avions en même temps et suivre un trafic très compliqué. Alors cette technologie-là, elle est évidemment restreinte à peu d'usages. Néanmoins, c'est une technologie en réalité qui est extrêmement répandue parce que dans tous les téléphones portables que vous avez dans vos poches, là oui, celui que je vois là sur cette table, eh bien le premier transistor auquel est accrochée la petite antenne qui est dans votre téléphone, c'est un transistor à haute mobilité électronique utilisant l'arsénium de gallium. Et donc l'amplification des signaux faibles, c'est vraiment le royaume d'utilisation de ce genre de transistor. Donc c'est un marché en croissance rapide qui représente beaucoup d'argent. Je ne suis pas arrivé à trouver les chiffres du jour parce qu'ils sont pour des raisons commerciales un peu difficiles à trouver. Maintenant, à partir de cette, de cette petite image du monde industriel et technologique, je voudrais vous montrer quel est le rapport avec la physique fondamentale, puisque pour le moment, la physique fondamentale dans cette construction technologique, elle intervient en amont dans le fait qu'il faut comprendre la structure de ces semi-conducteurs pour arriver à créer et à utiliser ces structures particulières. Mais je voudrais aussi vous montrer que de manière un peu inattendue, le fait d'avoir été capable de créer de tels dispositifs a conduit à des découvertes inattendues de physique fondamentale. Alors pour ça, il va me falloir parler de ce phénomène qui s'appelle l'effet Hall. Alors l'effet Hall, eh bien, il a à voir avec le mouvement des électrons dans un champ magnétique. Alors la chose qui se passe, quand vous avez un champ électrique, ça attire les électrons ou ça les repousse et du coup, ils se propagent en ligne droite vers votre électrode qui attire ou repousse les électrons. Le champ magnétique, lui, fait une chose assez différente, c'est qu'il les fait tourner. Alors vous pouvez voir ça avec une petite expérience de lycée, cette espèce d'appareil ici qui est au repos, comprend une petite cellule en verre à vide, et puis vous voyez deux bobines, ici dans une position particulière, qui permettent de créer un champ magnétique assez uniforme à l'intérieur de cette boule de verre. Dans cette boule de verre, il y a un petit peu de gaz, et puis il y a de quoi émettre un faisceau d'électrons. Ce faisceau d'électrons, en lui-même, il n'est pas visible, mais par contre, grâce au gaz, vous allez pouvoir voir la trace de la trajectoire des électrons. Alors ça ressemble à ceci. Vous avez donc ici un petit canon à électrons en rouge, ici, qui émet des électrons, et vous voyez que grâce au champ magnétique, la trajectoire des électrons, c'est un cercle. C'est ce cercle un petit peu rosé que vous voyez, qui est juste la lumière diffusée par les atomes qui sont percutés par les électrons sur le chemin. Avec une image un petit peu meilleure, la voici. Ces braves électrons décrivent un cercle presque parfait, c'est ce qu'on appelle le mouvement cyclotron. Alors ce mouvement cyclotron, il dépend notamment, voilà un affreux dessin de cours de lycée ou d'ouvrage de physique. Ce mouvement cyclotron, il dépend du signe de la charge que vous faites bouger. Dans le cas des électrons, vous n'avez pas le choix. Un électron, il a juste une charge dite négative, mais vous pouvez aussi faire cette même expérience avec des ions positifs, à savoir des atomes auxquels vous avez enlevé un électron, auquel cas l'atome se retrouve chargé positivement, et vous pouvez regarder le mouvement cyclotron des atomes chargés positivement. Et ce que vous trouvez, c'est simplement que ce mouvement cyclotron, il se déroule dans l'autre sens. Donc, ici, voilà, vous voyez une charge qui arrive dans une région où existe un champ magnétique, c'est ce B tracé conventionnellement avec cette espèce de cercle qui vous dit le sens du champ magnétique qu'on appelle B. Et vous voyez ici les portions de cercle qui
sont décrites dans un sens ou dans l'autre selon le signe de la charge. Très bien, donc nous avons appris ce que c'est que le mouvement cyclotron. Utilisons ce mouvement cyclotron pour regarder ce qui se passe dans un conducteur quand je lui applique un champ magnétique. Alors, à nouveau, un affreux dessin, je vous promets que ça ne va pas trop durer, enfin pas trop. Alors, l'idée du dessin est la suivante. Vous avez ici un matériau dont vous voyez bien qu'il est plutôt plat, et ça va être évidemment dans le vrai monde notre fameux gaz bidimensionnel d'électrons, celui qui est coincé dans un de ces sandwichs magiques d'arsénure de gallium. La flèche ici verticale, c'est ce champ magnétique créé par les petites bobines que vous avez vues qui encerclent l'ampoule de verre. Maintenant, je fais la chose suivante. Enfin, c'est pas moi qui fais ça, c'est monsieur Edwin Hall qui a eu l'idée de cette expérience à la fin du 19e siècle. Ici, je fais passer un courant. Alors, ça veut juste dire que je relie les deux extrémités de mon échantillon à une pile électrique ou un générateur quelconque. Et donc, j'impose un courant à travers mon dispositif. D'accord ? Ce courant, je peux mesurer la chute de tension entre les deux points extrêmes de mon échantillon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une mesure de résistance. Il va y avoir une chute de voltage associée au courant. Je peux mesurer la résistance associée. Et bien là, elle n'a rien de particulier. Voilà. Vous pouvez la mesurer avec un ohmmètre, mais ce n'est pas un phénomène extraordinaire. Mais par contre, Monsieur Hall s'est fait la remarque suivante, c'est que si j'ai un champ perpendiculaire à mon échantillon, eh bien mes électrons, au cours de leur déplacement, eh bien, ils vont subir ce fameux mouvement cyclotron. Autrement dit, au lieu d'aller en ligne droite, ils vont partir tous du même côté. Puisque vous avez vu qu'on part d'un côté ou de l'autre selon le signe de la charge. Donc du coup, mes électrons, au lieu d'aller tous directement jusqu'au bout de l'échantillon, là où ils sont attirés par le générateur, qui impose ce qu'on appelle un champ électrique, en fait, ces électrons, ils vont tous aller sur le côté de l'échantillon. Et du coup, si vous avez un excès de charge d'un côté de l'échantillon et un manque de charge de l'autre côté, ça crée très exactement ce qu'on appelle une différence de potentiel. Et donc, cette différence de potentiel, vous allez la mesurer, mais dans une autre mesure. Il faut que vous mettiez votre voltmètre à travers l'échantillon, donc de part et d'autre. Vous devez brancher un bout du voltmètre sur le côté droit de l'échantillon et l'autre bout de votre voltmètre sur le côté gauche de l'échantillon. Et donc là, vous mesurez quelque chose de nouveau, ce n'est pas la résistance bête à travers l'échantillon, vous mesurez ce qu'on appelle la résistance de Hall, du nom de Edwin Hall. Alors la résistance, la définition de la résistance, c'est la tension divisée par le courant. Donc le courant, c'est moi qui décide ce que c'est. Là, je règle le bouton de mon générateur et j'impose un courant que je mesure par ailleurs. Et le voltage de Hall, c'est ce que je mesure avec mon multimètre à travers l'échantillon. Et si je fais le rapport des deux, ça c'est un peu comme la loi d'Ohm, je vais trouver ce que j'appelle la résistance de Hall. Mais alors attention, pour les gens qui se rappellent de ce que c'est que la loi d'Ohm, là ça a les mêmes dimensions, comme on dit, c'est la même unité physique, mais c'est un phénomène qui n'a absolument rien à voir avec la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, rappelez-vous que ça chauffe, c'est l'effet Joule. Le courant ici qui se propage dans l'échantillon, eh bien, il va dissiper de l'énergie, il va faire chauffer votre échantillon. Ici, le voltage de Hall, il est juste créé par le mouvement, par cet effet cyclotron. Et alors on appelle ça la force de Lorentz qui dévie l'électron et qui fait cette trajectoire circulaire. Et là, du coup, en fait, la vitesse, elle est toujours perpendiculaire à la force et du coup, elle ne travaille jamais. La force de Lorentz ne travaille jamais dans le mouvement cyclotron. C'est un mouvement, une déviation qui ne coûte pas d'énergie. Et du coup, il n'y a pas de dissipation associée à cet effet Hall. Ce n'est pas un phénomène dissipatif contrairement à la loi d'Ohm ordinaire. Alors, Monsieur Hall fait un petit calcul, et donc je vous ai promis qu'il y aurait une formule, la voilà. Et il nous annonce que cette résistance Hall, comme elle ne dépend pas de trucs compliqués comme cette histoire de dissipation, eh bien, elle est donnée par une formule simple. C'est son intérêt. Je ne pourrais pas vous donner une formule simple pour la résistance électrique de votre échantillon. Ça dépend de la résistance que vous regardez. Ça dépend de quoi elle est faite, de sa forme, de tout ce que vous voulez, du matériau dans lequel elle est faite, et ainsi de suite. Par contre, la résistance de Hall, elle est donnée par une formule très simple,
Alors, elle est donnée par le champ magnétique, donc vous pouvez mesurer par ailleurs, divisé par la charge de l'électron, c'est ce qui était appelé petit e ici, et divisé par n. N, c'est la densité d'électrons, le nombre d'électrons par unité de surface. Donc, trois quantités physiques assez simples. Le champ magnétique, la charge de l'électron et la densité de surface. Alors vous voyez notamment que si vous prenez cette formule-là, si vous mesurez cette résistance de Hall, c'est pas compliqué à mesurer. Hein. Monsieur Hall, il n'avait pas une technologie extraordinaire à sa disposition. Mais donc cette résistance de Hall, notamment, elle est proportionnelle au champ magnétique. Et du coup, c'est ce qu'avait vu Monsieur Hall dans ce dessin historique, on peut le dire, 1878, oui c'est ça, si j'arrive à lire. Donc ce dessin, c'est quoi? C'est essentiellement la résistance de Hall, je triche un tout petit peu, je ne suis pas vraiment capable de comprendre ce qu'il avait mesuré en détail. Et puis, sur l'axe horizontal, je mets le champ magnétique terrestre. Et là c'est sympa, il l'a mis en unité du champ magnétique, le champ magnétique mesuré en unité du champ magnétique terrestre. Comme ça, je n'ai pas besoin de parler de l'unité du champ magnétique. Et vous voyez qu'effectivement, c'est peut-être pas absolument extraordinaire, mais les points s'alignent bien sur une droite. Donc c'est bien proportionnel à B. Voilà. Alors, du coup, je reprends la formule de Hall, parce qu'elle est quand même assez sympathique. Si maintenant vous voulez l'utiliser, comme il y a trois choses dedans, vous pouvez faire trois types de choses. Première chose, vous pouvez mesurer B. Donc si vous avez un dispositif dans lequel vous connaissez la charge d'électron, vous l'avez mesuré 36 000 fois par ailleurs, vous connaissez le nombre de ces électrons par unité de surface, si vous mesurez la résistance de Hall, ça vous donne B. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sonde de Hall, qui est un outil très simple qui permet de mesurer les champs magnétiques, et qui est évidemment d'un usage extrêmement courant. Alors maintenant, autre utilisation, je me place dans la situation où j'ai un matériau de semi-conducteur, ou de tout ce que vous voulez, et je voudrais connaître combien il y a d'électrons dedans. Comment faire? Eh bien justement, l'effet Hall vous permet de le faire. Vous en fabriquez une fine tranche, pour être dans les conditions du calcul de M. Hall. Vous appliquez un champ B maintenant que vous connaissez, et vous mesurez la résistance de Hall. Et du coup, vous en déduisez N dans cette formule-là, parce que vous connaissez la charge de l'électron. Du coup, vous mesurez la densité de porteurs. Donc ça, c'est l'utilisation la plus courante chez les gens qui fabriquent les semi-conducteurs. Comment savoir combien vous avez de porteurs? Vous utilisez l'effet Hall pour mesurer la quantité de porteurs. Du coup, cette mesure de l'effet Hall est quelque chose d'extrêmement utile en pratique. Et alors enfin, il y a une troisième quantité, c'est la charge électrique. Alors la charge électrique, on pourrait se dire, oui, mais bon, ça c'est la charge de l'électron, donc voilà. L'histoire, la messe est dite, et il n'y a rien de particulier à apprendre. En fait, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée quand les gens se sont mis à mesurer l'effet Hall dans toutes sortes de matériaux, c'est qu'ils se sont rendus compte que pour un certain nombre de matériaux, la formule de Hall, de M. Hall, elle est vraie comme ça, au signe près, à savoir qu'il y a des matériaux dans lesquels cette formule-là, elle est vraie à condition de changer le signe de l'électron. Et ça n'a été compris que dans les années 30 grâce à la mécanique quantique. Ça veut dire que ce n'est pas des électrons qui se déplacent, mais c'est des trous. Alors ça peut sembler idiot. Quand vous avez un fluide, si vous faites un trou, il ne va pas persister, il va se combler. Et les électrons, on imagine bien que ça fait une sorte de fluide où tout le monde se déplace. Non, en fait, dans les semi-conducteurs, vous pouvez très bien créer, dans certaines circonstances, si vous enlevez un électron au semi-conducteur, vous obtenez un trou, et cet objet se déplace comme un électron, mais avec la charge opposée. Comme il y a conservation de la charge, si vous enlevez un électron, le trou qui reste, il doit avoir la charge opposée à celle de l'électron. Et ce fait de base, alors c'est super important dans la technologie des transistors ordinaires, le fait qu'il y ait à la fois des électrons et des trous, il a été découvert grâce à la formule de M. Hall, par la découverte du mauvais signe de la résistance, du voltage de Hall. Alors, avançons maintenant un petit peu. Ah, mais c'est pas dans l'ordre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah si, voilà, si, c'est à peu près dans l'ordre. J'en reviens à la courbe de M. Hall.
Ça, c'est évidemment une courbe très ancienne, pas forcément que nous ne considérerions pas comme forcément très très convaincante. Et à l'époque moderne, évidemment, eh bien, vous pouvez accumuler des millions de points de mesure si vous voulez pour faire des mesures très précises. Alors ça marche tout le temps, jusqu'aux années 80, où quelqu'un qui s'appelait Klaus von Klitzing a fait des mesures d'effet Hall sur des transistors à l'arséniure de gallium et s'est rendu compte que eh bien, cette simplicité disparaissait. Et donc ça c'est intéressant parce que déjà on sent qu'il va y avoir un phénomène de physique fondamentale derrière. Parce que la formule de Hall, son intérêt, c'est qu'elle est très simple, elle ne contient que des briques de base. Donc si vous voyez une déviation, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Dans le cas de la loi d'Ohm, si vous voyez des déviations à la loi d'Ohm, vous pouvez être sûr que ça ne va pas forcément être très très important, ça va être très très compliqué. Et c'est pas parce que c'est très très compliqué que c'est très très important. Donc là, début des années 80, découverte de ce qu'on a appelé l'effet Hall, mais là je rajoute deux mots, quantique entier. Alors l'effet Hall quantique entier, vous le voyez sur cette courbe où vous avez la résistance de Hall, toujours la même, et le champ magnétique. Donc là, habillé de sa vraie unité, on oublie le champ magnétique terrestre. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire sur cette figure-là? Alors, il faut lire, non pas, là, il y a une superposition de figures, c'est pas hyper clair, je vous l'accorde, mais si vous regardez la trace écrite RH, donc résistance de Hall, elle est là. Vous voyez que ici, la partie basse de la courbe, bah, c'est une droite, effectivement. C'est linéaire et ça passe par 0. Ça, c'est la loi de M. Hall. C'est la partie de la courbe qu'on a vue tout à l'heure, que tout le monde voyait jusqu'au début des années 80. Par contre, vous voyez qu'après, ça se gâte sérieusement. Ça se gâte sérieusement parce que la courbe se casse et elle se met à avoir des plateaux. D'accord? Elle se met à avoir des plateaux. Et ces plateaux, eh bien, ils apparaissent avec des entiers. Et il y a une loi très simple qui est que si je prends le champ magnétique, et il y a un dernier plateau au-delà duquel l'échantillon devient isolant, quand je crois le champ magnétique. Si je prends le champ magnétique où arrive ce dernier plateau comme référence, et si je normalise les champs magnétiques où arrivent ces plateaux par ce champ magnétique, je trouve que c'est des inverses d'entiers. C'est un peu confus ce que je raconte, hein. On est d'accord, mais ça veut dire la chose suivante. Je prends le milieu de ce plateau ici, j'ai un champ magnétique. Si je prends le plateau suivant ici, son milieu apparaît à la moitié du champ magnétique du dernier. Le plateau suivant, il apparaît au tiers du champ magnétique du dernier. Le suivant, il apparaît au quart du champ magnétique du dernier, et ainsi de suite. Ce sont les petits entiers qui sont écrits ici. On n'en voit pas encore énormément, 1, 2, 3, 4, c'est convaincant, mais voilà. Et en réalité, on en voit plein. Si dans de meilleurs échantillons. Alors, qu'est-ce qui a permis de faire ça? Il a fallu deux choses. Un, il a fallu faire la mesure à très basse température. Ce qui n'est pas le cas, c'est pas ce que vous faites de manière de routine quand vous mesurez la densité de porteurs dans un semi-conducteur. Il a fallu faire ça à très basse température et surtout, M. von Klitzing, il a utilisé les fameux transistors à l'arsenure de gallium, ceux qui ont été justement développés par les groupes que je mentionnais tout à l'heure, fin des années 70, début 80. L'essor de ces nouveaux composants a permis de fabriquer donc des composants dans lesquels les électrons se déplacent sans percuter d'impuretés, et c'est là où vous arrivez à voir ce phénomène extraordinaire, cette brisure complète de la loi de Hall et l'apparition de ces plateaux. Alors, l'apparition de ces plateaux, c'est pas ça qui va nous occuper directement, de ces plateaux qui sont associés à des nombres entiers, à des inverses d'entiers. Ça s'explique très bien par la mécanique quantique, et c'est pas de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'un phénomène encore plus compliqué. Alors, là, ici, on peut expliquer l'apparition de ces plateaux, donc déviation par rapport à la courbe de Hall, au moyen d'arguments dans lesquels vous pouvez faire comme si les électrons étaient seuls au monde. C'est un peu l'argument que j'utilisais quand on parlait des trajectoires cyclotrons, et je vous ai dit dans l'échantillon de Hall, ils s'accumulent tous d'un seul côté de l'échantillon, parce que le mouvement cyclotron les fait tourner dans un sens. Mais ça, vous voyez bien que c'est une explication qui marche pour un électron. Elle marche électron un par un. Bon, c'est bien, c'est simple. Ici, pareil, on peut faire
on peut comprendre ce phénomène-là en raisonnant à la fois sur les électrons isolés. C'est ce qu'on appelle la physique à un corps, dans le jargon, c'est de la mécanique quantique à un corps. Et il se trouve que ça n'est pas la fin de l'histoire et la situation a dégénéré très rapidement. Ah, donc voilà. Donc ça, c'est l'effet Hall dit quantique entier. Je vous montre une mesure bien meilleure, ici quand même. Donc dans une structure en fait avec toujours nos amis gallium et arsenic, avec une pincée d'indium à gauche et une pincée d'aluminium à droite. Et dans ce composé-là, eh bien, vous voyez que cette série d'entiers qu'on avait vue tout à l'heure, elle est beaucoup plus belle. Elle s'étend au moins jusqu'à 10 en réalité. Et c'est cet effet dit Hall quantique entier. Donc effet Hall, toujours la même idée, et ça a à voir avec le champ magnétique. Entier parce que ici, les nombres magiques qui apparaissent, ce sont des inverses d'entiers. Et quantique parce qu'il faut la mécanique quantique pour les expliquer. Donc il y a un autre aspect qui est la courbe bleue dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est aussi quelque chose d'important. Alors, la situation a complètement dégénéré au début des années 80, où grâce à des échantillons de qualité de plus en plus grande, créés notamment par ce monsieur qui s'appelle Horst Stormer, qui a eu lui-même un brevet sur l'idée du dopage à distance, où tout à l'heure je vous expliquais que c'est une très bonne idée de mettre les régions qui vous donnent les électrons excédentaires, vous les mettez là où ne vont pas se déplacer les électrons, l'idée du dopage à distance. Donc Stormer a travaillé sur la fabrication d'échantillons de très haute qualité grâce à cette technologie, et là les gens se sont vite rendus compte qu'en fait la situation était énormément plus compliquée que ce qu'on pensait, à savoir que ça, si vous regardez la même chose sur des échantillons bien meilleurs, eh bien c'est extraordinairement compliqué. C'est extraordinairement compliqué, et il n'y a pas que l'inverse des entiers qui apparaît, mais il y a des fractions rationnelles. Donc P sur Q avec tout ce que vous voulez. 2 tiers, 3 septièmes, 4 neuvièmes, 5 17e et compagnie. La découverte historique, elle a été faite donc en 1983 par Dan Tsui, qui est ici, Stormer et puis Art Gossart, qui était aussi un fabricant d'échantillons, expliqué par un théoricien qui s'appelle Bob Laughlin, expliqué en partie à l'époque. Et voici un échantillon de l'époque, quasiment de l'époque moderne, où vous faites toujours la même expérience, la mesure de l'effet Hall sur votre échantillon, sur un échantillon très propre, et vous vous rendez compte que c'est extraordinairement compliqué. Vous voyez plein de plateaux qui sont associés à des fractions maintenant, et pas simplement l'inverse d'un entier, et la trace qui est en bas ici, alors cette trace-là, elle est associée à la résistance, pas la résistance de Hall, mais la résistance au sens ordinaire, au sens presque ordinaire. Je reviens à ce schéma de principe. Donc je vous ai dit, j'impose un courant I ici à travers l'échantillon. Ce courant, il ne va rien avoir de magique. Ça va être, je vais voir la loi d'Ohm. J'ai imposé un courant, je mesure une chute de potentiel, c'est la loi d'Ohm. Monsieur Edwin Hall me dit « Ah, mais il y a un truc très intéressant qui est de mesurer ce qui se passe à travers l'échantillon. Et vous allez voir quelque chose d'universel, de magique. » Et ça marche. Mais tant qu'à faire, il y a aussi autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, puisque vous avez cet échantillon plan, vous pouvez aussi mesurer la chute de potentiel le long de l'échantillon. Pas simplement entre les extrémités, mais aussi n'importe où entre 2 points de l'échantillon, ou entre 15 points de l'échantillon si vous voulez. Et ça, cette résistance-là, eh ben ça c'est différent, et elle a encore une allure extraordinairement plus compliquée, pour laquelle il n'y a pas vraiment de théorie complète. On sait beaucoup de choses dessus, mais la théorie n'est pas aussi simple que celle de l'apparition des fractions. Mais vous retrouvez l'apparition des fractions se manifeste par le fait que cette résistance s'annule, autrement dit pour ces fractions magiques, eh bien, il n'y a pas de dissipation du courant le long des bords de l'échantillon. Il y en a toujours d'un bout à l'autre, mais par contre, le long des bords d'échantillon, il n'y a plus de dissipation. Et alors ça, évidemment, ça c'est un phénomène qui est extraordinairement intéressant parce que
Si jamais vous arrivez à fabriquer des composants électriques sans dissipation, c'est évidemment un jackpot extrêmement intéressant. Nos braves PC, je vois là celui qui chauffe sur la table, le problème c'est évidemment, si vous voulez miniaturiser les composants électroniques, c'est d'arriver à maîtriser la dissipation thermique. Et la dissipation thermique est un gros problème. Il ne va pas être résolu évidemment facilement parce que pour arriver à accéder à ces régions sans dissipation, dans lesquelles il y a des courants qui se propagent sans dissipation, il y a au moins deux ingrédients désagréables, disons, compliqués. Un, il vous faut un champ magnétique fort. Là, c'est le Tesla, c'est beaucoup le Tesla, hein, avec un aimant permanent, vous allez pouvoir faire de l'ordre de 1 Tesla, mettons facilement. Là, il faut des champs beaucoup plus forts. Et puis l'autre problème aussi, c'est que tout ça doit être fait à très basse température. Là, l'échelle de température de cette figure, elle est écrite en haut, 35 millièmes de Kelvin. Donc le zéro absolu, c'est moins 273, c'est 0 Kelvin. Donc là, vous êtes à 35 millièmes de degré du zéro absolu. Donc il faut un réfrigérateur très spécial, qu'on appelle un réfrigérateur à dilution d'hélium. Pas question de faire une électronique facile avec ça, mais néanmoins, vous voyez que ça, c'est une première motivation, comprendre la conduction électronique ultime dans des dispositifs où c'est la mécanique quantique qui gouverne le comportement des électrons. Alors maintenant, voilà une autre, ce qu'on appelle une trace de Hall, pas beaucoup plus simple, avec également l'apparition de plein de ces fractions magiques. Alors, on sait expliquer une partie de ces fractions, on sait certaines logiques, on comprend une certaine logique de leur apparition. Ça fait partie des travaux en cours d'essayer de comprendre la complexité de cette figure, qui est finalement une figure de mesure de la résistance électrique, mais dans un contexte très particulier. Alors maintenant, je voudrais vous présenter un peu une idée qui est derrière ça. L'idée que les théoriciens sont arrivés à mettre en avant, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, alors on rentre un peu dans les arguments, on va dire, publicitaires, hein, puisque je ne vous ai pas dit comment ça marchait, mais on peut expliquer la courbe rouge qui est là. La courbe rouge, c'est celle de l'effet Hall quantique entier. Vous mesurez la résistance de Hall, et quand vous normalisez le champ magnétique par le champ magnétique du maximum, vous trouvez des inverses des entiers. Et ça, c'est une théorie qui explique ce genre de phénomène au moyen de raisonnements basés sur des électrons seuls, comme on dit, des électrons sans interaction. Cette théorie d'électrons sans interaction ne fonctionne pas pour expliquer ces plateaux magiques de ce qu'on appelle l'effet Hall quantique dit fractionnaire, puisque plein de fractions bizarres apparaissent. Alors, bizarre en partie. Si vous regardez bien, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de fractions qui sont de la forme P sur 2P plus 1. Par exemple, 2 cinquièmes, 3 septièmes. Tout ça, ça marche. Il y a des séries particulières de fractions dont il y a certaines régularités. Ce n'est pas n'importe quoi. Et il s'agit d'expliquer ces régularités. Alors, cette régularité, elle s'explique par un concept. Le concept est simple, sa mise en œuvre est plus ou moins compliquée, mais l'idée n'est pas très compliquée. L'idée, c'est que la bonne particule, là, dans cette histoire de mouvement cyclotron, ce qui est bien, c'est que vous raisonnez sur un électron. Il y a une particule, il bouge tout seul, il a un mouvement, et voilà. Et vous pouvez éventuellement faire des calculs avec ce seul électron. Donc, l'idée, c'est que vous allez être gagnant si vous comprenez ce qu'est l'analogue de l'électron tout seul pour ça. Autrement dit, quelle est la quasi-particule qui remplace l'électron. Quasi-particule voulant dire un objet qui va se comporter comme une particule, comme si elle était toute seule. Et dans le cadre de l'effet Hall quantique fractionnaire, c'est ce qu'on appelle le fermion composite. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fermion composite? Alors, il y a un électron dedans, mais il n'est pas tout seul, et l'idée clé, c'est que il est habillé de vortex. Alors, les vortex, vous connaissez les vortex, ce sont les tourbillons qu'on peut former dans les liquides. Ça, c'est un vortex qui est simplement un tourbillon dans de l'eau, j'imagine, pour la photo. Vous pouvez avoir des vortex dans les gaz, ce sont les vortex qui se forment au bout des ailes d'avion. Et donc, c'est un liquide avec un mouvement, c'est un flux de liquide avec un mouvement circulaire.
Ces vortex, ils existent aussi dans les liquides électroniques, et il se trouve que l'explication de cet effet Hall fractionnaire, c'est que la quasi-particule qui se forme, c'est un électron habillé de 2 vortex. Alors 2 et pas 1 ni 3, pour des raisons qui sont liées au fait que l'électron, c'est ce qu'on appelle un fermion. Ce sont des particules qui aiment bien être toutes seules dans leur état quantique. Et pour ces raisons-là, ça fait que vous ne pouvez associer qu'un nombre pair de vortex aux électrons, mais vous pouvez associer à l'électron 2 vortex ou 4 vortex. Et la raison pour laquelle les électrons préfèrent faire ça, eh bien, c'est leur manière de s'arranger avec la répulsion coulombienne. Les électrons qui ont tous la même charge tendent à se repousser, et dans le cas particulier de la présence d'un champ magnétique, la bonne manière de se repousser, eh bien, c'est de s'attacher des vortex. Un vortex, il faut bien voir que c'est un trou dans la densité électronique. Le vortex qui est là, eh bien, ici, il n'y a pas d'eau au milieu. Dans le vortex, il n'y a plus de liquide, justement. Et donc, l'électron, il va préférer se lier à des vortex pour former ce qu'on appelle un fermion composite. Alors voilà un petit dessin ultra schématique où vous avez ici un gaz d'électrons bidimensionnel avec ses électrons. Et dans le régime de l'effet Hall fractionnaire, l'explication du phénomène, c'est que l'électron préfère se lier avec 2 vortex et former ces petits diablotins, là, avec les 2 petites fourches sur la tête, qui sont une représentation artistique des vortex. Et l'intérêt de cette image, c'est que dans ce cas-là, ces fermions composites, eh bien, vous pouvez expliquer l'effet Hall fractionnaire au moyen de cet effet Hall entier. Autrement dit, la quasi-particule qui se forme, ces quasi-particules se comportent comme si elles étaient toutes seules. Et donc, elles ont à nouveau ce mouvement cyclotron, et vous pouvez les traiter comme si elles étaient libres. Je n'ai pas dit que c'était évident, je dis juste que c'est l'explication qu'on a pour le moment. Et du coup, au moyen de cette image de fermion composite, vous déchiffrez l'effet Hall quantique fractionnaire en l'expliquant au moyen de l'effet Hall quantique entier pour ces quasi-particules. Voilà un autre dessin d'artiste de ces quasi-particules. Je vais pas trop. Vous pouvez m'objecter que mais là c'est un peu bizarre parce que les diablotins ils ont 3 fourches sur la tête. Alors je vous ai longuement expliqué qu'il n'y en avait que 2. Je passe ce détail sous silence, il n'y en a bien que 2. D'accord? Alors très bien. Alors maintenant je voudrais vous parler d'expériences qui ont eu lieu et qui ont encore lieu dans le laboratoire d'à côté, avec lesquels j'essaie d'avoir de nombreux échanges. Parce que tout ça, c'est très bien, mais c'est quand même très indirect. Parce que je vous ai montré des mesures de la résistance qui sont extraordinairement compliquées. Je vous ai dit, bon, bah très bien, il y a une théorie pour ce cas dit entier où les champs magnétiques apparaissent avec une fraction entière du champ maximum. On rêve qu'il se forme des fermions composites avec 2 petites fourches sur la tête, et ça fait qu'on explique comme ça les traces de l'effet Hall fractionnaire. Je vous sens empreint d'un grand scepticisme, je le comprends. Alors l'idée est la suivante maintenant, c'est que si vous regardez ce liquide de fermions composites, il a une propriété qui est directement liée au fait qu'il y ait des vortex attachés à ces électrons, c'est qu'il doit y avoir des fractions, la manière dont se déplacent les charges. Ces quasi-particules ne sont plus simplement des électrons, et la conséquence de ça, c'est que les porteurs de charge, eh bien leur charge n'est plus la charge électronique, mais une fraction de la charge de l'électron. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que dans les semi-conducteurs ordinaires, ou dans les matériaux même supraconducteurs, tout ce que vous voulez, c'est toujours la charge électronique qui se déplace. Là, on est en train de parler d'un phénomène nouveau. Il y a déplacement d'une charge qui est fractionnaire. Et alors, ça, je vais y revenir, d'où la question, mais est-ce qu'on peut l'observer? Est-ce qu'il y a un moyen de l'observer directement? Plutôt que d'expliquer de manière indirecte une trace de résistance archi compliquée. Alors, l'idée, la manip a été faite au SPEC, l'idée, en fait, est la suivante, c'est que pour avoir accès à la charge du porteur de charge, l'idée c'est qu'il faut mesurer le bruit.
Alors, l'idée est en fait extrêmement simple. Imaginez que vous soyez à l'automne dans une véranda et il pleut. Eh ben, je dis que le bruit que vous entendez, le bruit de la pluie sur votre véranda ou votre toit, n'importe où, en fait, il est ça dépend de ce qui tombe. S'il tombe des grêlons, des gros grêlons, ça va faire un raffut d'enfer. S'il tombe des gouttes d'eau de taille ordinaire, ça va faire du bruit, mais sans plus. S'il tombe un petit crachin, vous n'allez rien l'entendre, vous n'allez rien entendre du tout. Et si votre voisin taquin verse de l'eau doucement sur votre véranda et que ça s'écoule, vous n'entendrez rien non plus sur la véranda. Donc en fait, le bruit, dans un transport de charge, il dépend de la granularité de ce qui tombe. Vous pouvez très bien, à l'oreille, entendre si les grêlons sont petits ou énormes. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser la mesure de ce qu'on appelle le bruit de grenaille qui mesure directement la charge des porteurs. Alors, dans les expériences d'électronique, on peut mesurer du bruit. Il y a toute une science archi-développée chez nos voisins pour faire ça. Et ils ont pu mettre en évidence qu'effectivement, il y a des porteurs de charge fractionnaires dans ce régime de l'effet Hall fractionnaire. Et c'est bien cette histoire de changement de quasi-particules qui compte. En termes d'électrons, c'est super compliqué, mais en termes de ces fermions composites, les choses sont simples. Et donc, j'en suis presque à la fin de cette histoire-là. Je voudrais insister maintenant sur le fait que, ah oui, non, un petit mot encore sur ces histoires de charges fractionnaires. Si j'en reviens à ces expériences compliquées, la charge, elle dépend de la fraction magique que vous regardez. Ici, quand cette fraction magique c'est 1/3, le porteur de charge, sa charge c'est 1/3 de la charge de l'électron. Si vous allez à la fraction magique 2/5, sa charge c'est 1/5 de la charge électronique. Et donc il y a une loi, hein, c'est presque toujours le dénominateur de la fraction qui vous donne la charge du porteur de charge. Donc on peut le mesurer grâce à l'histoire du bruit, qui mesure la granularité de votre porteur de charge. Et donc, je voudrais insister un petit peu sur le fait que c'est un phénomène qui est fondamentalement différent de celui auquel vous êtes habitué, des charges habituées entre guillemets, les charges fractionnaires qu'on voit dans la physique des particules. Dans la physique des particules, la philosophie, c'est vous avez une entité, un atome, que vous cassez et vous regardez les constituants. Les constituants, ils ont des charges plus petites que celui du tout. L'exemple archi connu, c'est que les atomes sont faits de protons et de neutrons dans leur noyau. Par exemple, l'atome d'hydrogène, il y a juste le proton. Il n'y a qu'un seul composant, le proton, avec un électron qui tourne autour. Si vous arrivez, avec des expériences à très haute énergie, à casser ce proton, vous allez voir des constituants, il se trouve qu'il y en a, et ces constituants, ils ont des charges qui sont évidemment plus petites que la charge du proton, dont la charge elle-même, c'est la somme des charges des constituants. Dans le proton, il y a un phénomène qui peut sembler superficiellement similaire, mais qui est en réalité d'essence complètement différente. Il se trouve qu'il y a des charges 1/3 et 2/3 dans le cas du proton. Il y a des charges fractionnaires, mais ce sont des fractions de la charge du proton lui-même. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Si je prends une masse d'1 kg et que une boîte de petits pois d'1 kg, que j'ouvre la boîte de petits pois et que je pèse les petits pois, je vais trouver évidemment des fractions de la masse de la boîte de petits pois. Là, c'est la même chose qui se passe pour la charge. Dans le cas de nos expériences avec du fluide électronique, il se passe quelque chose de complètement différent parce que vous avez un fluide fait d'électrons avec une certaine charge sur laquelle vous ne pouvez pas tricher et vous formez ces quasi-particules. Ces quasi-particules, c'est des entités collectives compliquées parce que il y a un électron, hein, votre pauvre électron autour duquel il y a ces deux vortex. Et les vortex, vous voyez bien qu'ils mettent en jeu beaucoup d'électrons. Dans l'image que je vous ai dessinée, et évidemment ça n'est qu'une image dans le cas des gaz dans ce régime particulier, c'est un mouvement collectif, donc il met en jeu tous les électrons. Donc cette quasi-particule, ce n'est pas un électron tout seul, c'est un électron, une quasi-particule vraiment, avec un nuage qui l'habille. Et c'est la charge de ce nuage qui l'habille qui est fractionnaire. Donc ce n'est pas du tout le phénomène de la charge fractionnaire d'un constituant.
En plus, chose importante aussi, cette charge, elle est quantifiée. Vous pourriez vous dire, ah mais oui, mais finalement, c'est un phénomène assez banal. J'ai une distribution de charge électrique. Il y a un endroit où il y a une bosse. Donc il y a une surdensité de charge électrique. Mais cette surdensité, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un dixième, tout ce que tu veux. Ça dépend de la forme de la surdensité. Là, c'est pas du tout la chose qui se passe, c'est que cette charge fractionnaire, elle est quantifiée. C'est un tiers, c'est pas 0,35, c'est un tiers avec toutes les décimales. C'est un phénomène de quantification. Et donc ça, c'est un phénomène nouveau qui n'existe pas dans le monde des hautes énergies, en tout cas pas pour l'instant, et c'est pour ça qu'il y a un intérêt fondamental à essayer de comprendre la mécanique quantique des systèmes électroniques dans ces composés de type semi-conducteur. Donc, sujet qui est en cours, notamment en utilisant non plus simplement ces semi-conducteurs à base d'arsénium de gallium, mais en utilisant par exemple des matériaux qui sont nativement bidimensionnels, nativement plans, comme le fameux graphène. Le graphène, il n'y a qu'un seul plan d'atomes. Bon, après, vous pouvez les empiler, hein, c'est encore une autre histoire, mais en tout cas, on sait très bien fabriquer des plans de graphène qui sont monocouches, donc un seul atome d'épaisseur, dans lequel il y a aussi de l'effet Hall quantique fractionnaire, et ultimement, donc je termine sur cette jolie figure, donc vous imaginez bien que c'est pas moi qui l'ai faite, on peut imaginer arriver à faire, c'est une perspective lointaine, mais qui est une des motivations du sujet, ces fameuses quasi-particules, si vous les manipulez, il y a un espoir, lointain, je vous l'accorde, d'arriver à faire du calcul quantique avec ça. Et peut-être qu'un jour, très lointain, les ordinateurs quantiques utiliseront ces briques de base, ces quasi-particules mystérieuses, pour faire des opérations quantiques. Voilà, donc la leçon de cette histoire-là, c'est qu'il y a un petit peu un développement parallèle entre d'un côté un domaine technologique purement appliqué, le fait de fabriquer des transistors à très bas bruit pour les téléphones portables, pour les paraboles, pour les récepteurs satellites, et le fait d'utiliser ces transistors pour regarder des phénomènes physiques de nature très fondamentale. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est tout. Je comprends. Ah oui, oui, alors donc vous êtes encouragé à poser des questions, bien sûr, pour les gens qui sont là en vrai. Et en principe, merveille de la technologie moderne, nous pouvons aussi entendre les questions posées à distance. Alors, nous avons une question de Sylvain Ribaud. Tout à fait, tout à fait. Il y a plein. Alors oui, pardon, je répète la question. Donc Sylvain me demande, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ordinateur quantique? Tous ceux dont j'ai entendu parler n'utilisent pas ces quasi-particules mystérieuses. La réponse est oui. Tous les ordinateurs quantiques qui ont quelques qubits au minimum, ils sont tous basés sur d'autres technologies. Celle-ci est beaucoup plus futuriste. Alors, soyons honnêtes, c'est la seule technologie qui a été capable jusqu'à présent de créer zéro qubit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire. Par contre, si jamais on savait le faire, l'argument est que ces qubits seront protégés topologiquement. Et donc, ils devraient être totalement insensibles à la décohérence. Donc, il y a une sorte de balance entre la suppression complète des effets de décohérence, qui serait un jackpot extraordinaire, mais d'un autre côté, zéro qubit, on est d'accord qu'on en est très très loin. Voilà. C'est une perspective. Il ne s'agit pas d'étudier cet effet Hall quantique fractionnaire avec un but utilitaire. Ça semblerait totalement déraisonnable. Disons que ça fait partie des motivations qu'on peut avoir. Oui, alors une autre question. Ah oui, oui, oui. Alors, ouais.
Ouais, alors, donc question dans la salle, ces fermions composites méritent-ils ou non leur nom de fermion? Alors oui, ça c'est une très bonne question. Ce sont réellement des fermions, et la raison pour ça, c'est le fait que le nombre de vortex attachés est pair. En fait, si vous prenez un électron que vous attachez à un nombre impair de vortex, vous fabriquez un objet qui est un boson. Et si vous en attachez un nombre pair, ça reste un fermion. Là, il se trouve que dans le cas qui nous occupe, pour expliquer la plupart des fractions, il faut attacher deux vortex, et comme ça, vous fabriquez un fermion, un vrai fermion, et c'est ce fermion qui subit l'effet Hall entier. Il y a certaines fractions dans lesquelles il faut ajouter 4 vortex, donc ça fait toujours un fermion, un électron plus 4 vortex, ça fait toujours un fermion, et vous expliquez une autre série de fractions. Voilà, mais tout à fait. Alors, sur cette question-là, par exemple, si vous étiez capable, théoriquement, on est raisonnablement persuadé qu'on peut faire de l'effet Hall quantique fractionnaire avec des bosons. Alors, c'est de la théorie. Maintenant, on pourrait le faire en vrai en disant des bosons, je prends des atomes, des gaz, les gaz atomiques ultra froids, dans lequel j'ai des atomes qui se déplacent dans une région de l'espace que je peux faire planaire. Et puis, il y a le problème du champ magnétique, mais ça, vous faites tourner le système et la force de Coriolis est analogue à la force de Lorentz. Donc, en fait, des atomes bosoniques en rotation vous font un système de bosons qui est susceptible d'avoir cet effet Hall fractionnaire. Donc, ce qu'on pense, il y a de bonnes chances que ça soit vrai, c'est que s'il y avait un effet Hall fractionnaire, il s'expliquerait en faisant des fermions composites qui seraient composés d'un boson et d'un vortex. Auquel cas, ça en ferait un fermion. Et hop, du coup, on peut recycler la théorie qu'on a pour les fermions. Voilà, donc oui, la statistique, comme on dit, fermion versus boson, contraint le nombre de vortex qu'on attache. Oui. Oui. Alors, deux réponses. Un, c'est probablement pas toujours vrai. Alors, ce nombre, il est contraint par la statistique des fermions, nombre pair, mais il semble bien que dans le cas, alors est-ce qu'on le voit sur les figures que je vous ai montrées? Alors voilà, dans cette figure-là, par exemple, dans cette région entre le nombre magique 1 tiers et 1 qui n'est pas vraiment magique, on est d'accord, eh bien, on a une région dans laquelle les fermions, les électrons ont deux vortex attachés et c'est tout. Par contre, dans la région à plus fort champ magnétique, voilà, dans la région à plus fort champ magnétique qui s'étend sur la droite de cette figure, eh bien, cette région-là s'explique, notamment ces nombres magiques-là, s'explique par un électron avec 4 vortex, mais il y a très probablement coexistence. Donc il y a vraisemblablement les deux types de fermions composites avec 2 vortex et 4 vortex qui coexistent. La systématique n'est pas connue. Non, alors ça ne s'arrête pas systématiquement à 4 vortex. Du point de vue de la théorie, on peut donc en mettre un nombre pair quelconque. Et alors en fait, ce qu'on voit dans ces échantillons-là, c'est que si vous augmentez le champ magnétique suffisamment, toute cette histoire-là s'écroule et votre gaz d'électrons devient un isolant. Et alors ça, c'est quelque chose qui a aussi été démontré au SPEC il y a maintenant longtemps, à la fin des années 80, c'est que ce gaz d'électrons, il devient simplement, si j'ose dire, parce que c'est pas si simple que ça, il cristallise. Il forme simplement un cristal où les électrons occupent les nœuds d'un réseau triangulaire ordinaire. Donc ça n'est plus un gaz, il n'y a plus de choses extraordinaires, il n'y a plus ces quasi-particules, mais il y a un état de la matière qui est juste un cristal d'électrons. Voilà. Donc, pour la théorie, on peut en mettre autant de vortex qu'on veut, c'est certain, mais il y a un moment où c'est pas une bonne idée, dans le sens que le système préfère faire autre chose.
Oui. Oui, alors, quelqu'un dans l'audience me demande de parler des statistiques fractionnaires. Alors ça, c'est un sujet que j'ai choisi de ne pas discuter parce qu'il est encore un peu plus compliqué. J'ai voulu vous montrer, vous parler de la charge fractionnaire, parce que je pense que la mesure de la charge avec le bruit de grenaille, finalement, c'est assez raisonnable que le bruit soit un indicateur de la granularité des porteurs de charge. Maintenant, il y a autre chose, qui est la notion de statistique quantique. Donc là, la question est venue un peu sur le tapis. Il y a des bosons et des fermions, et ces particules, dans la mécanique quantique, quand vous les échangez, il ne se passe pas la même chose. Quand vous échangez des bosons, eh bien, il ne se passe rien, on va dire. Et si vous échangez des fermions, il y a un signe moins qui apparaît. Là, ces quasi-particules, quand vous les échangez, donc c'est, en gros, ces fermions, c'est pas tout à fait les fermions composites, c'est des vrais fermions, mais les quasi-particules qui sont les excitations du système, eh bien, elles, ce sont des objets qui, non contents d'avoir une charge fractionnaire, ont aussi une statistique fractionnaire. Donc, ce sont des objets qui ne sont ni fermioniques ni bosoniques. Alors, il y a des expériences d'interférence indirectes qui semblent prouver que la théorie prévoit le fait qu'elles aient des statistiques dites fractionnaires depuis très longtemps, depuis le tout début des explications de l'effet Hall fractionnaire. C'est vraisemblablement observé par des manips d'interférence de quasi-particules. Voilà, donc j'en dirai pas plus, c'est un sujet en soi compliqué. Oui, encore une question. Alors, on pose la question de savoir en quoi manipuler des quasi-particules plutôt que des électrons apporte quoi que ce soit au calcul quantique. Alors, la réponse est malheureusement un peu compliquée. C'est que dans le calcul quantique qui est envisagé comme étant protégé topologiquement, il ne s'agit pas de manipuler des fermions composites. Et il y a encore toute une fusée à étages à construire. Les quasi-particules que je vous ai décrites, c'est les plus simples possibles, celles qui ont ces charges fractionnaires 1/3 et qui ont vraisemblablement cette statistique dite anionique. Dans les fractions qui sont là, je me suis bien gardé de parler de la fraction la plus mystérieuse. Il y a une fraction qui apparaît qui est la fraction 5/2, 2,5 dans le langage courant, dont on soupçonne que les quasi-particules sont des bêtes encore différentes auxquelles est associé un degré de liberté qui s'appelle un fermion de Majorana et qui a 2 degrés de liberté interne. Ce sont ces 2 degrés de liberté interne sur lesquels on peut agir comment on dit, en faisant des tresses avec ces quasi-particules. C'est ce degré de liberté interne qui n'est pas local et qui est protégé de la décohérence. Mais là, on s'éloigne déjà pas mal des fermions composites. Voilà. Autant la théorie des fermions composites, ça marche pas mal pour ça. Autant dans le cas des fermions de Majorana pour le calcul quantique, on est déjà plus haut dans l'espace. Voilà. Pas de question. Très bien.